Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qui concernent l'économiste Marc Toiti. Ah oui, Marc Toiti. Voilà, notre objectif, c'est d'essayer de voir quelle est sa crédibilité. On le voit beaucoup dans les médias, mais est-ce qu'on peut le considérer comme un économiste sérieux? Qu'est-ce que les sources nous disent sur lui? C'est une bonne question. C'est un personnage intéressant parce qu'il est vraiment à la croisée de plusieurs chemins. Hmm. L'académique d'abord, la finance ensuite, et puis le commentaire médiatique quasi permanent. Donc évaluer son sérieux, ça dépend pas mal de l'angle qu'on adopte en fait. D'accord. Alors, si on regarde son parcours, les bases, il a quand même un DEA de la Sorbonne. Oui, solide formation. Il a été enseignant-chercheur au début, puis des postes importants chez Banque Populaire, Natixis. C'est ça. Directeur des études économiques. Et après, il a fondé son cabinet, ACDFI. Il aime bien dire qu'il est un démocratisateur de l'économie. Oui, c'est son terme. Ce bagage, bon, il est là, c'est indéniable, ça lui donne une certaine assise. Bien sûr. Mais ce qui le distingue vraiment, je crois, c'est sa thèse centrale et son style. Il parle beaucoup d'un étatisme absolu en France. Ah oui? Il pointe du doigt les dépenses publiques, la pression fiscale, qu'il juge record d'ailleurs, et il s'appuie sur des chiffres officiels pour ça, INSEE, Eurostat. D'accord, donc il utilise des données reconnues. Tout à fait. Il montre par exemple que depuis 1980, la dépense publique en France a grimpé beaucoup plus vite que le PIB. C'est factuel. Et c'est là que ça devient particulier, peut-être? Son style, il y va pas avec le dos de la cuillère, on dirait. Ah non, clairement pas. Les mots sont forts, catastrophiques, incontrôlables. Et les titres de ses livres, Quand la zone euro explosera, Reset, c'est très... Très choc, oui. Il se voit un peu comme un lanceur d'alerte, quoi. C'est ça, cette approche, ça simplifie, ça interpelle, c'est sûr. Mais ça tranche pas mal avec la prudence habituelle des universitaires, non? Exactement. C'est là tout le débat. Si on regarde ces prévisions chiffrées, bon, elles sont presque toujours plus pessimistes que celles des institutions officielles. Ah oui, même en partant des mêmes données, hein. Même en partant des mêmes données de base. Oui, FMI, Banque de France. Par exemple, pour 2025, lui, il anticipe un déficit public en France entre 6,5 et 7% du PIB. Alors que la prévision officielle est... Plutôt autour de 5%. Donc l'écart est significatif. D'accord. Il met aussi beaucoup l'accent sur des points comme la part de la dette française détenue par les non-résidents. C'est combien ça? Environ 54%, d'après ces chiffres. Et il compare ça aux États-Unis où ce serait plutôt 20%, jugeant la situation française bien plus dangereuse. Et son livre de 2012, là, sur l'explosion de la zone euro, on lui ressort souvent, celui-là. Oui, forcément. Bon, le scénario noir, l'explosion totale, ça s'est pas produit comme ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il avait complètement tort? C'est compliqué. Parce qu'il y a eu la crise des dettes souveraines juste après, quand même. Ça a montré qu'il y avait de vraies failles dans la zone euro, non? Tout à fait. Il avait peut-être pas prédit l'événement exact, mais il avait mis le doigt sur une vulnérabilité, sur des problèmes structurels bien réels. L'alerte était là. D'accord. Et ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est de voir comment ce discours, très percutant, parfois alarmiste, s'imbrique avec son propre modèle économique. C'est-à-dire? Sa forte présence dans les médias, la télé, sa chaîne YouTube avec plus de 230 000 abonnés, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Tout ça, ça nourrit la demande pour son cabinet de conseil, à ses défis, et pour ses conférences qui sont payantes, bien sûr. Ah, d'accord. Il y a un lien direct? Oui, le ton un peu alarmiste, ça capte l'attention, ça construit son image d'expert qui ose dire la vérité, entre guillemets, et du coup, ça crée une dynamique où ce narratif de crise est aussi commercialement porteur pour lui. Intéressant. Alors, si on essaye de synthétiser, au final, comment on évalue son sérieux? C'est pas simple, hein? Non, c'est nuancé. Pour ses clients, les entreprises qu'il conseille, ses diagnostics sur l'économie française, ses appels à la prudence, visiblement ça passe bien. C'est jugé pertinent, crédible. D'accord. Et pour le grand public? Pour une partie du public, oui, il est vu comme un bon vulgarisateur, quelqu'un qui rend l'écho accessible et qui offre une voix critique, différente. Mais... Il y a un mais. Mais voilà, pour le monde académique ou les institutions plus traditionnelles, son style est souvent jugé trop sensationnaliste. Ses prédictions, parfois maximalistes, ça le met un peu en marge. Donc son sérieux, il serait où alors? Peut-être pas dans l'exactitude au jour le jour de chaque prévision catastrophe, plutôt dans sa capacité à utiliser des données, des faits officiels, pour alerter sur des problèmes réels. L'endettement? Le poids des dépenses? Voilà, des sujets importants. Même si pour le faire, il choisit une approche qui privilégie clairement l'impact médiatique, parfois au détriment de la nuance scientifique.
D'accord. Donc, il faut lire ces analyses avec un certain recul critique tout en reconnaissant qu'ils soulèvent parfois de vrais points. C'est un peu ça, oui. Reconnaître la base factuelle de certains constats, mais rester prudent sur les interprétations très, très tranchées. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être, une réflexion. Dans tout ce bruit médiatique qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'un message économique critique, même s'il est fondé sur des faits, est-ce qu'il a besoin de devenir alarmiste pour qu'on l'entende? C'est une excellente question. Est-ce que la nuance est encore audible, ou est-ce que seuls les cris d'alerte percent? Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.